Dans l'actualité de ce mercredi, un nouveau protocole sanitaire en vue de la rentrée scolaire. La charte est adoptée par les acteurs sociaux et le ministère de l'Éducation nationale. Une rentrée sous le signe de la lutte contre la résurgence du coronavirus. Quelle sera la nouvelle configuration en milieu scolaire ? On vous explique tout dans cette édition. Lutte contre l'émigration clandestine, les autorités locales et coutumières de Mbour en croisade contre les convoyeurs. Selon elles, l'État et les parents doivent conjuguer les efforts pour stopper le départ massif des jeunes. Mbour étant un point de départ, les autorités locales demandent aux populations de signaler tout acte suspect. Taux de représentativité des femmes dans les instances de décision. Le nouveau gouvernement de 37 membres au Sénégal ne compte que 8 femmes seulement, une incongruité selon plusieurs observateurs. Quelle évaluation faire de la lutte pour la bonne présence de la gente féminine dans les instances ? Quels sont les freins à l'empowerment des femmes au Sénégal ? Nous ferons le point. Présidentielle américaine, le camp Trump a saisi la justice pour suspendre le dépouillement des votes dans le Michigan. La victoire pourrait se jouer dans cet État avec la Pennsylvanie et le Wisconsin. Comment expliquer ce scrutin très serré et le climat tendu qui l'entoure ? À suivre la réponse de Nita Wiggins, ex-reporter de Fox TV et enseignante à l'École supérieure de journalisme de Paris. Les enseignants vont retrouver le chemin des classes demain, jeudi, et une semaine avant le retour des élèves prévu le 12 prochain. Les acteurs sociaux et le ministre de l'Éducation nationale ont adopté un nouveau protocole sanitaire. La charte va prendre en compte le nombre d'élèves en classe cette année. Et puis, quelle sera la nouvelle configuration en milieu scolaire ? Voyons tout cela avec Aminata Mbarisso et Lamine Mantiang. L'école ouvre ses portes après 9 mois de fermeture forcée. Un nouveau protocole sanitaire arrêté pour éviter la propagation de la pandémie Covid-19 dans les écoles. L'année passée, pour les classes d'examen, ils étaient aux environs de 500 000 élèves. Aujourd'hui, il faut recevoir 4 millions d'élèves. Les classes restent les mêmes, les enseignants restent les mêmes. Donc, il est évident qu'on ne pourra pas reconduire le même scénario. Environ 4 millions d'élèves pour la nouvelle année académique. Une adaptation aux réalités s'impose. Par rapport aux localités, n'est-ce pas ? Parce que si vous avez des localités où il n'y a qu'une seule école, où le nombre d'élèves est assez important, il est évident que si vous vous mettez dans la perspective de ne recevoir que 40 élèves, tu vas de facto exclure certains. Entre autres décisions prises, 2 mois de remédiation pour aider les élèves en classe intermédiaire à revoir le niveau après 9 mois sans enseignement pour certains. Merci Aminata. Et puis sachez que désormais l'université de Thiès porte le nom du professeur Iba Der Thiam, décédé samedi dernier. Là-bas, les étudiants approuvent cette décision du chef de l'État. Leur avis a été recueilli par notre équipe à Thiès. Cet homme a été d'un niveau d'intellect exceptionnel. On tient à le rendre un vibrant hommage. Et le président de la République, son Excellence Macky Sall, ne pouvait pas faire mieux que de titrer notre très chère université à ce monsieur Iba Der Thiam que nous respectons. L'université de Thiès avait besoin d'une identité qui rime avec les valeurs de l'université de Thiès, avec les principes des étudiants de l'université de Thiès, avec les valeurs également des administrateurs de l'université de Thiès, parce qu'un nom doit refléter à son image. Et Iba Der Thiam, on peut dire qu'il est à l'image de l'université de Thiès. Cela va nous donner une visibilité parce que l'université de Thiès était jusque-là méconnue, alors qu'hier avec la presse et la sortie du président de la République, disons que l'université de Thiès sera nommée maintenant l'université Iba Der Thiam, qui était un homme politique, un enseignant
universitaire, je pense que c'est une très bonne chose. Et nous ne nous attendons toujours pas à que ça. Avec l'inauguration aussi, nous attendons autre chose de la part du président de la République, à savoir qu'on nous livre les chantiers qui ont débuté depuis, je pense, 2007. Et nous qui sommes là depuis 2017, on a des manquements comme des salles de classe et autres. Et je pense qu'après avoir baptisé l'université sous le nom de Iba Der Thiam, vraiment, il faut que l'État fasse des améliorations au sein de cette université. Dans un tout autre registre, lutte contre l'émigration clandestine, à Mbour, les autorités locales et coutumières indexent le rôle criminel des convoyeurs. Vous le savez, Mbour a payé un lourd tribut. Plusieurs jeunes Mbourois sont décédés en tentant de rejoindre l'Europe. Les autorités locales demandent aux populations d'ailleurs de dénoncer ces marchands d'illusions. Voyons tout cela avec Abdourahmane Diallo et Mamadou Gueye. amul ma Samba amul ma Demba ku fi tëmbal gaal ne yaa ngi jëm Espagne da ngay dee si yoon bi ndax géej gi baaxatul. C'est le message du Jaraaf de Mbour. Cette localité a perdu plus d'une cinquantaine de personnes en mer. ñuy jaale nag mbokk yi nga xam ne ñoo génne àddina yépp. Je souhaite que Dieu accueille ces jeunes au paradis. Mais je parle aux parents. Prenons soin de nos enfants. Il faut veiller sur nos enfants. On doit être très vigilants. Il ne faut pas qu'on fuit nos responsabilités. mu nga fi naan ma Demba du dëgg du yoon. Les autorités locales rassurent les jeunes et estiment que l'État a mis des dispositions pour lutter contre le chômage. Il est en train de mettre des programmes pour que ces jeunes-là puissent avoir un travail. Maintenant, prenons le temps de l'accompagner. Et aussi, ce gouvernement qui arrive, il faut qu'il prenne conscience qu'ils n'auront pas le choix. Il va falloir qu'ils créent des emplois pour ces jeunes-là. Le travail ne doit plus être un rêve, ça doit être une réalité. Le président Macky Sall a sa vision. C'est à eux maintenant de matérialiser cette vision-là, d'en faire une réalité. Ces autorités d'Ombourg rappellent aussi les populations à dénoncer les convoyeurs. Il faut qu'on prenne des mesures contre ces convoyeurs-là. C'est des convoyeurs de la mort, comme je les appelle. Ce sont des assassins. Et on ne peut plus le tolérer. Il faut aller les dénoncer. C'est un devoir, ça devient un devoir civique. C'est une obligation de dénoncer ces gens qui sont en train de s'adonner à un trafic d'êtres humains pour de l'argent. Et c'est très grave. Le président du conseil départemental de Mbour a profité aussi de l'occasion pour présenter ses condoléances à des familles qui ont perdu leurs enfants candidats à l'immigration clandestine. Merci Abdourahmane. Et puis l'actualité de ce mercredi, c'est aussi cette collecte de fonds en faveur des 79 familles expulsées de Ouakam Terme Sud. Une plateforme en ligne de financement participatif a été mise en place par un collectif dirigé par le maire de Mermoz Sacré-Cœur. Aux côtés d'Ousmane Sonko et Guy Marius Sagna, le maire Barthélémy Diaz a présenté cette plateforme. Il est interrogé par Mohamed Samb. Ensemble et en collaboration avec ces 79 familles, nous avons souhaité organiser, comme on l'avait promis, un téléthon pour permettre aux Sénégalais de pouvoir continuer à prouver que le Sénégal est le pays de la teranga et le Sénégal est un pays social et le Sénégal est un pays d'entraide. Je le répète, je rappelle que nous avons tous été au courant, que l'État a reconnu sa faute, l'État a accepté d'indemniser ces familles à hauteur d'un certain montant. Je rappelle que ces familles n'ont pas été expulsées de terrain, ces familles ont été expulsées de maisons. L'objectif que nous nous sommes tous fixés, c'est d'aider ces familles à retourner dans des maisons. Et l'objectif, c'est d'inviter donc les Sénégalais, à travers un téléthon, d'apporter leur modeste contribution, chacun selon ses moyens, pour pouvoir permettre à ces familles de pouvoir réunir la somme nécessaire pour pouvoir accueillir ces maisons. Et puis à noter que Barthélémy Diaz et compagnie n'ont pas voulu se prononcer sur le nouveau gouvernement. En politique, justement, FDS, les Guelwaars claquent la porte de la coalition IDI 2019, une décision qui fait suite à l'entrée de Rewmi dans le gouvernement du président Macky Sall. FDS réaffirme son ancrage à l'opposition. Le parti faisait face à la presse aujourd'hui. Leur porte-parole avec nos équipes. Alors, beaucoup de Sénégalais s'interrogent depuis que le président Idrissa Seck et le parti Rewmi ont décidé d'entrer dans le gouvernement du président Macky Sall. La position de FDS les Guelwaars était attendue parce que nous l'avons soutenu en 2019 dans le cadre de la coalition IDI 2019.
C'est la raison pour laquelle, ce mercredi 4 novembre 2020, le directoire politique national du parti s'est réuni et a adopté une résolution. Nous annonçons officiellement aujourd'hui le retrait de FDS Les Guelwaars de la coalition Idy 2019. Ce qui veut dire la fin de notre compagnonnage politique avec le président Idrissa Seck et son parti. À Tivaouane Peulh, les populations sont vent debout contre la création d'un lycée. L'établissement doit être construit dans le périmètre d'une ferme. Problème, les habitants veulent que la ferme garde sa vocation agricole. Voyons tout cela avec Ousseynou Cham et Hamadou Bambasson. Les populations de Tivaouane Peulh sont très en colère. À l'origine de leur courroux, la seule et unique ferme agricole de la localité, aujourd'hui convoitée pour y abriter un lycée. Niet disent ces populations qui n'ont que cette ferme pour leurs activités agricoles. Nous sommes dans une ferme qui produit beaucoup de légumes dont nous servions beaucoup de marchés. En commençant par le marché de Tivaouane Peulh, le marché de Keur Massar, Thiaroye, tous les marchés environnants viennent ici chercher des bagages. Voilà que quelques individus veulent en tout cas s'emparer de cette ferme. Soi-disant, ils vont construire un lycée. Ce que nous opposons farouchement. Nous interpellons à Macky Sall et l'ANIDA. Nous voulons qu'ils nous laissent la ferme travailler. Érigée en ferme agricole depuis plus d'une quarantaine d'années, ces populations ne souhaitent aucune transformation de cette ferme, outre qu'un site exclusivement réservé à l'agriculture. La ferme existait depuis les années 74 jusqu'à présent. Il y avait des vieux qui interviennent, les mamans, tout le monde qui travaillait au niveau de cette ferme. Maintenant, regardez, depuis 74 jusqu'à présent, c'est combien d'années? Ce que j'ai à dire, il y a trop d'espace ici à Tivaouane Peulh pour créer un lycée. C'est bon de créer un lycée, mais ce qu'on veut, ils n'ont qu'à laisser l'espace pour l'agriculture. Dépité par cette situation, ces habitants de Tivaouane Peulh interpellent la plus haute autorité, mais aussi le ministre en charge de l'agriculture. Autre colère au Sénou, c'est celle des sortants du centre de formation des techniciens des eaux et forêts. Motif de leur grogne est l'élimination de 14 candidats au concours de recrutement dans la fonction publique. Leur porte-parole, Abdoulaye Diop. Nous avons passé tout récemment des épreuves de concours pour entrer dans la fonction publique. Maintenant, à l'issue de deux épreuves, la commission de recrutement a éliminé 14 parmi nous. Alors que dans l'avis de recrutement, il est mentionné que le service des eaux et forêts a besoin de 55 agents techniques. Nous qui sommes sur le terrain, nous ne faisons que 53 agents techniques. Il avait pris des engagements le 6 mai 2019 où il avait dit qu'il fera en sorte que le quota au recrutement des agents techniques des eaux et forêts sera augmenté. Voici le procès verbal de réunion signé et daté. Il a tenu ses engagements. Maintenant, le problème, c'est au niveau de la commission de recrutement. Et puis à Karang, la gestion du forage de la commune au centre d'une tension. Elle oppose le président du mouvement Benno Defar Karang, par ailleurs conseiller municipal, au gérant du forage. L'affaire est même pendante devant la justice car une plainte a été déposée contre le président du mouvement. Voyons tout cela avec Aminata Goudjabi et Abdou Karim Bey. Pourtant, il doit déférer à une convocation de la justice le 5 novembre prochain, suite à une plainte pour diffamation. Mais Abdourahmane Diallo, président du mouvement Benno Defar Karang et conseiller municipal dans cette commune, persiste. La question de l'eau a été mal gérée pendant longtemps dans cette commune située à la frontière avec la Gambie. Et les populations, selon lui, en ont beaucoup souffert. Au moment de ce qu'on appelle l'approvisionnement correct en eau, nous avons connu une rupture dans cette distribution de l'eau à Karang. Et en tant que conseiller municipal, on était censé véritablement porter en bandoulière les préoccupations de nos populations. Parce qu'en réalité, ce sont les populations de Karang, y compris les corps de l'État ici représentés, qui doivent toucher tout le monde. Et maintenant, un honnête citoyen se lève,
pour dénoncer cela. On le traite d'être un diffamateur. D'après lui, sa traduction devant la justice est un abus de pouvoir et il en attire l'attention des autorités et des militants des droits de l'homme. Nous les assimilons à étant un abus de pouvoir. Je l'avais dit quelque part, je le réitère. Un conseil municipal élu par des populations pour parler au nom de ces populations en plein exercice de ses fonctions a été vu traîner devant ce qu'on appelle les tribunaux de notre pays au motif qu'il aurait tenu des propos qui du reste sont assimilés comme étant diffamatoires. Mohamed Wade, gérant du forage de Karang, auteur de cette plainte que nous avons joint par téléphone, n'a pas souhaité se prononcer et c'est par respect aux institutions et à la justice qui se charge déjà de ce dossier selon ses propres mots. Merci Aminata. Incinération ce mardi des produits pharmaceutiques saisis à Touba Belel. Cette saisie record de faits médicaments avait suscité grand bruit, souvenez-vous. L'affaire a été vidée judiciairement. L'incinération des produits marque alors l'épilogue de ce dossier historique. Babacar Diouf Nongodjaï. 1,3 milliard francs en médicaments consumés par les flammes. La saisie record de produits pharmaceutiques faite à Touba Belel a été publiquement incinérée ce mardi à Diourbel, lors des pharmaciens crient victoire. Donc cette journée, aujourd'hui, constitue une victoire pour notre profession. Et c'est en cela que nous remercions la vision et la vigilance du tribunal pour avoir conduit ce procès jusqu'à quand même en arriver à un résultat concret. Cette incinération qui s'est produite aujourd'hui a une signification capitale et qui dénote aujourd'hui l'envergure du marché parallèle, qui constitue une gangrène, qui constitue une menace par rapport quand même au système de santé de notre pays. Je pense qu'il est du devoir des professionnels du médicament, il est du devoir des autorités, et plus particulièrement de l'autorité politique, de s'investir pour que le médicament puisse quand même revenir aux professionnels du médicament à qui le législateur l'a confié. Un combat que les autorités judiciaires font désormais sienne. C'est en tout cas l'assurance du président du tribunal de grande instance de Diourbel. Il faudrait que l'on prenne en compte maintenant que cet ordre public va au-delà de la sécurité des populations, mais également par rapport à leur santé. Nous tous, nous sommes impliqués dans cette lutte. Une lutte qui a suscité l'implication et la coordination efficace d'une administration. Nous voulons une administration efficace, efficiente, qui produit des résultats. Et cette cérémonie, en tout cas, renseigne sur l'efficacité de nos services de sécurité qui ont été vigilants, qui ont dû coordonner leurs efforts, qui ont dû peut-être enlever tous les cloisonnements, toutes les barrières qui existent entre eux pour ne regarder que dans l'intérêt général. Ces flammes ont aussi emporté de la drogue, des sachets plastiques et d'autres produits prohibés saisis dans la région. Merci Babacar. Et puis à propos du nouveau gouvernement, le président de la République appelle à la sobriété dans les cérémonies de passation de pouvoir. Normal selon la ministre conseillère Penamba, où l'historienne convoque la sacralité des institutions. Moi je pense que c'est tout à fait normal. Vous savez qu'il faut redonner une certaine sacralité aux institutions. On ne peut pas tout le temps aller vers des festivités. On est une société très festive, il faut le reconnaître. Mais ce n'est pas une raison. Parce que si on fête aujourd'hui aussi, demain on quittera sans la fête. Parce que vous savez, un poste de ministre, il n'y a rien de plus éphémère qu'un poste de ministre. On peut être ministre 10 ans, 5 ans, 2 ans, mais on peut l'être aussi pendant quelques semaines, quelques jours. Donc c'est la raison pour laquelle ce qui est important, c'est donner aux institutions leur contenu véritable et faire de telle sorte que notre pays en sorte grandit et qu'il y ait un ancrage, je ne dis pas de sacralité par rapport aux institutions. Et venons-en à cette rencontre d'échange entre mouvements citoyens et étudiants sur la place de la femme dans la politique et l'économie. Le nouveau gouvernement, vous le savez, compte 37 membres et regroupe 8 femmes seulement sur 37. L'objectif de cette rencontre pour les organisateurs est d'évaluer l'impact de la lutte pour la bonne présence de la gente féminine dans les instances de décision. Et tout cela avec Ibou Diouf et Diafaraba. Dans la politique comme dans le secteur de l'économie, les femmes engagent souvent le combat pour plus de représentativité. Elles veulent être plus présentes dans les instances de décision. On appelle le leadership transformationnel ou les changements. Il reste un travail à faire. Et on ne peut pas aller vers
une institutionnalisation de l'égalité si dans la société elle-même il n'y a pas égalité et si nous assistons à une régression dans les rapports sur le plan social. Il est vrai que certains débats, on ne peut plus les mener au Sénégal. Or, on ne peut pas aller vers une parité institutionnelle s'il n'y a pas de changement à l'intérieur de la sphère familiale. Sur le plan politique aussi, on a beau dire, mais les femmes n'ont pas les commandes sur le plan politique. On les voit beaucoup se battre, mais elles n'ont pas les moyens, vous voyez, de dominer la sphère politique. La place des femmes dans la politique et l'économie, une préoccupation qui mobilise mouvements citoyens et leurs partenaires. Que ce soit en Allemagne ou au Sénégal, que les femmes assument leurs responsabilités, puisqu'il y a maintenant toutes les possibilités dans la formation, il y a les écoles, les universités, comme l'a dit Mme Bau tout à l'heure. Souvent, les meilleures de classe, ce sont des filles, ce sont des femmes. Et maintenant, il reste juste à prendre leur courage à deux mains. Je crois que nous devons travailler dans les mouvements citoyens. C'est à partir des mouvements citoyens que nous allons travailler à transformer et hisser les femmes vers une véritable, véritable conquête politique. C'est ce qui s'est passé en Allemagne, ce qui va se passer dans d'autres pays. Et nous ne pouvons pas faire l'économie de nous investir. La représentation des femmes au sein des instances dirigeantes est devenue l'un des principaux enjeux de leur combat. Ce projet se heurte souvent à beaucoup de pesanteurs sociales qui restent à surmonter. Merci Ibou. Et puis le développement du tourisme local et régional est l'un des principaux défis de la relance économique. C'est dans ce sens que l'agence de promotion touristique et la commune de Gorée ont signé un partenariat ce mardi. L'objectif pour les deux parties sera de ressusciter l'intérêt pour l'île Mémoire. Fat Bintou Kanté et Tierno Laurent Mendy. Aujourd'hui, Gorée est devenue un lieu touristique incontournable. Elle incarne la vitrine du Sénégal, d'où l'urgence de la rendre plus attractive. Vous avez d'abord la particularité d'avoir l'île au cœur de la capitale du Sénégal, et donc qui est le seul site patrimoine classé qui est au cœur de la capitale du Sénégal d'abord. Mais le site lui-même concentre beaucoup de produits parce que sur l'île de Gorée, vous avez le côté patrimoine parce que vous avez l'architecture qui est unique, qui est un héritage colonial. Vous avez aussi sur l'île le tourisme de mémoire. Pour booster le tourisme dans cette île, la commune, en partenariat avec l'agence de promotion touristique, ont signé une convention afin de permettre à Gorée de retrouver son lustre d'antan. Il y a des besoins en forme de renforcement de capacité pour certains acteurs, d'amélioration du produit ou de développement même de produits touristiques pour certains sites. Par exemple, comme le disait M. le maire, on peut les accompagner sur la consolidation d'un circuit touristique classique maîtrisé avec les techniciens de l'ASPT pour qu'on ait un produit sur toute la chaîne qui soit bien pensé à la fois pour le bénéficiaire, le touriste, mais aussi pour la stratégie de promotion touristique du Sénégal. Le maire, toutefois, se désole que Gorée ait dormi sous ses lauriers pendant tout ce temps. D'ailleurs, la Covid-19 leur a montré la réalité. Nous ne sentions pas, en tant qu'acteurs, en tant que population, en tant qu'autorité locale, le besoin d'aller plus avant dans une promotion. On s'est dit que Gorée est connu, on attend que les gens viennent, on ne s'organise pas, on ne fait rien. Puisque les gens viennent, on les attend, on tire ce qu'on a à tirer. Alors que je pense que la bonne logique touristique, ce n'est pas cela. Si une communauté peut tirer profit d'un secteur aussi important et à aussi forte valeur ajoutée que le tourisme, c'est cette communauté-là qui doit travailler non seulement à attirer le plus de monde possible, mais à faire en sorte que ces visiteurs-là soient les vrais ambassadeurs du développement touristique. Promouvoir le tourisme local était l'objectif majeur de l'ASPT, l'agence sénégalaise de promotion touristique, à travers des initiatives dans une perspective de relance d'un secteur fortement impacté par la crise sanitaire de la Covid-19. Merci Fat Bintou. Et puis un mot de culture. La journée internationale de l'écrivain africain sera célébrée le 7 novembre prochain. Cette année, le thème porte sur littérature
et pandémie, la riposte des écrivains africains face à la Covid-19. Cette rencontre contribue non seulement à rendre hommage à tous les illustres hommes et femmes de lettres du continent, mais aussi à mettre en lumière toutes les difficultés auxquelles se butent les auteurs africains. Écoutons là-dessus le président Alioune Badara Bèye. C'est une journée qui est consacrée à l'écrivain africain. Donc depuis 1991, c'est la 28e édition. Donc c'est du 7 au 11, cette fois-ci version vraiment Covid-19. Pour le thème, non, on a choisi un thème. Le thème principal, c'est la littérature et pandémie. La riposte des écrivains face donc à la Covid-19. C'est ça le thème. La riposte des écrivains africains face à la Covid-19. Parce que c'est pour coller à la réalité. Vous connaissez actuellement cette pandémie qui a ravagé le monde pratiquement. Notre pays s'est distingué avec des résultats probants. Et nous avons tenu d'abord à remercier nos autorités, particulièrement le président qui a permis encore d'avoir ces résultats avec le corps médical. Alors maintenant à Kaolack, la délégation du groupe Futur Média à Medina Baye pour apporter sa contribution au Gamou. La délégation de GFM a été reçue tour à tour par le khalife de Medina Baye, Cheikh Mahi Niasse, le porte-parole de la famille, puis par l'imam de la grande mosquée de Medina Baye, Ibrahim Diamé et Faligaï. C'est devenu une coutume, le groupe Futur Média s'est encore mobilisé comme toujours à l'occasion du Gamou de Medina Baye pour apporter sa contribution au Gamouat. Oui, comme on le fait chaque année et partout dans tous les foyers religieux, nous avons apporté une contribution en eau d'abord, parce qu'en période de chaleur, et les gens ont besoin d'eau aussi, qu'on a distribué au niveau des différentes familles, mais aussi une somme d'argent symbolique qui traduit exactement notre volonté et notre vouloir de travailler au service de la communauté, mais au service de la religion aussi. La délégation a fait le tour des chefs religieux de la cité, du domicile du khalife à celui de l'imam, en passant par le porte-parole. Elle a été accueillie à bras ouverts. Youssou N'Dour a demandé au khalife de prier pour le groupe Futur Média, pour faire de ce groupe, comme il est le numéro 1 au Sénégal, mais aussi de faire de ce groupe le numéro 1 d'Afrique. Et ça, il en prend pour exemple Cheikh Ibrahim Baye Niasse, qui a été le marabout intégrateur, le marabout qui a assuré l'intégration en Afrique avant même les pouvoirs étatiques. Après avoir écouté religieusement le chef de la délégation de GFM, le nouveau khalife, Cheikh Mahi Niasse, a salué le travail qu'a le groupe Futur Média avant de donner des conseils et de formuler des prières. En plus de ces supports médiatiques mobilisés dans le cadre de la couverture du Gamou et du Gamouat, le groupe a également apporté une symbolique contribution financière et une importante quantité d'eau minérale. Merci Ibrahima. Et puis sur l'international, la présidentielle américaine reste très serrée. Biden est en tête avec 248 grands électeurs contre 213 pour le président sortant Donald Trump. Si Trump remporte ces élections, il n'y aura pas de grand changement de la politique à destination de l'Afrique. Mais si les démocrates l'emportent, on peut s'attendre à davantage d'ouverture vers les pays africains. C'est la conviction du professeur Louis Mendy, il est spécialiste de la civilisation américaine, interrogé par Dissa Prera. Il ne faut pas peut-être dire tous les républicains, parce qu'on sait qu'il y a des républicains dans le passé qui se sont intéressés à l'Afrique. Mais c'est plutôt Donald Trump, parce que lui, sa politique est très claire. Il a dit « America first » et « Make America great again ». Alors donc, il a mis l'accent sur l'Amérique. Donc, il s'occupe d'abord de son pays avant de penser aux autres. Donc, je pense que lui, s'il gagne, il continuera dans cette lancée. Surtout dans ce deuxième mandat, il fera tout donc pour rendre à l'Amérique sa grandeur, comme il l'a toujours dit, parce que ce n'est pas encore ça. Et il y a encore des ratés. Alors donc, je pense qu'il continuera sur cette lancée s'il gagne. Mais si Joe Biden gagne également, il y aura un changement de fusil d'épaule. Donc, parce que les démocrates, on le sait, ils sont beaucoup plus
sociales, ils sont beaucoup plus sociaux et puis ils s'occupent beaucoup plus des défavorisés ou des minorités. Et je pense que ça pourra aussi avoir une autre vision. Ils auront peut-être une autre vision sur l'Afrique. Et la victoire va se jouer sur les résultats de la Pennsylvanie, du Wisconsin, la Géorgie, le Nevada et le Michigan. Les décomptes sont toujours en cours. La situation très tendue aux États-Unis et cette tension palpable pratiquement partout reflète la division profonde entre Américains. Écoutez là-dessus l'avis de Nita Wiggins. Elle est ancienne reporter à Fox TV et enseignante à l'École supérieure de journalisme de Paris. Yes. For me, the division in the country. Oui, je pense que la division notée dans le pays, surtout à l'occasion de ce scrutin, découle du plan national de couverture maladie. Pourquoi je le dis ? Parce que le Parti républicain, les politiciens républicains veulent mettre un terme à ce plan national. Une réforme rejetée plus de 4 fois dans le passé par les républicains et c'est sûr qu'ils vont encore la rejeter avant la fin de l'année 2020. Pourquoi les républicains sont contre cette réforme et pourquoi les candidats et les citoyens d'un autre côté veulent conserver celle-ci? Aux États-Unis, cette réforme sur l'assurance maladie garantit une protection. Cela veut dire que les Noirs américains, les Hispaniques, les Blancs, bref, les agents spécifiques américains, tous auront besoin de couverture maladie. Si le Obamacare, en référence à la réforme, reste maintenu, il donnera une protection égale à tous les citoyens. Or, il y a certains Américains qui ne veulent pas de cette égalité. Ils veulent généralement que la population blanche soit protégée et qu'elle reste supérieure. Une vraie suprématie des Blancs en quelque sorte. Il faut dire que dans ce cas de figure, les employeurs devront souscrire pour la couverture maladie de leurs employés ou tout simplement le citoyen devra souscrire pour sa propre couverture. Aujourd'hui, vouloir présenter cette réforme comme un plan du gouvernement pour plus d'équité, c'est là où réside tout le problème. Nita Wiggins, traduite par Ibrahim Khan. Cette élection sera marquée par le fort taux de participation boosté par le vote par correspondance. C'est du jamais vu depuis 1960. À qui va profiter cette ruée vers les urnes? Comment interpréter les réactions de Trump et de Biden? Élément de réponse avec Mamadou Fall et Youssou Barro. Cette sortie de Donald Trump avant la proclamation des résultats définitifs prouve que cette élection américaine est très particulière. Un président sortant qui use de subterfuges communicationnels, c'est du jamais vu au pays de l'oncle Sam. Je pense que c'est l'indécision. Je pense que c'est ça. Jusqu'ici, on pensait que les dés étaient jetés, que Trump, vu sa gestion jugée calamiteuse de la pandémie, ses relations avec ses partenaires, l'Union européenne, la Chine, quelques institutions internationales comme l'OMS, etc., l'image des États-Unis à l'extérieur, on l'annonçait déjà perdant. Pour une première, l'on doit également attendre des heures, voire des jours, pour avoir enfin les véritables tendances favorables à un quelconque candidat. Une longue attente jamais constatée. Les raisons. Lié au vote par correspondance, qui est une première, en fait, on le faisait avant, mais l'ampleur qu'il a eue cette année est tout à fait particulière. Donc, on est en train de les compter, ça peut prendre du temps. Donc, il est très tôt pour avancer des chiffres de manière ferme ou en tout cas proclamer un candidat vainqueur. Donc je pense que l'attente est due aux conditions dans lesquelles cette élection s'est déroulée. Plus de 100 millions d'Américains ont voté par correspondance. Une mobilisation très importante qui pourra déterminer le vainqueur de cette élection. Mais comme par crainte, Donald Trump a demandé l'arrêt des comptages de ces votes par correspondance. Merci Mamadou et on continue d'en parler dans un instant dans Soir d'info avec le professeur Ousmane Sène. Il sera l'invité d'Aram Touré. Et puis un mot de sport, Samuel Eto'o qui voit en Sadio Mané un crédible candidat pour le Ballon d'Or. Le Sénégal qui déplace 4 judokas à l'Open de Yaoundé de ce week-end. Le round-up de l'Actu Sport avec Cher Sadibou Diarra.
Une nouvelle ère s'ouvre à l'Académie Djambar de Saly. Boubacar Gadiaga quitte le banc du club après 17 années comme entraîneur principal. Le technicien champion du Sénégal en 2013 va rejoindre une autre académie, celle dénommée Mohamed VI au Maroc. Boubacar Gadiaga y a signé un contrat de 5 ans, plein de succès, espérons-le. La réussite de Sadio Mané sous le maillot de Liverpool enchante Samuel Eto'o, l'ancienne star du football, présentement à Dakar. Le Camerounais exprime toute sa fierté sur l'international sénégalais qui, selon lui, montre l'exemple sur et en dehors des terrains. Pour Eto'o, Mané doit gagner le ballon d'or mondial. C'est en tout cas son souhait. En attendant la réalisation, Zamalek du Caire affronte en ce moment le Raja Casablanca. Un match comme ça pour la demi-finale retour en Égypte. Un trio sénégalais est à l'arbitrage. À l'aller au Maroc, Zamalek l'avait remporté 1-0. Le qualifié va retrouver en finale Al-Ahli le 27 novembre prochain. Toujours en football, le défenseur français d'origine sénégalaise Mamadou Sakho a gagné son procès contre l'Agence mondiale antidopage, AMA. Le sociétaire de Crystal Palace en Angleterre, incriminé à tort en 2016, a obtenu des excuses de l'instance qui va lui verser une somme importante d'argent et régler ses frais de justice. En judo, le Sénégal va présenter 4 judokas à l'Open de Yaoundé au Cameroun les 7 et 8 novembre prochains. Mbagnick Ndiaye, Abderrahmane Diawo, Moussa Diop et Anna Siga Faye, conduits par l'entraîneur Maître Moussa Sall, vont tenter d'engranger des points pour évoluer dans le ranking mondial et gagner leur place aux Jeux Olympiques Tokyo 2021. Merci, cher. Et puis, dernière nouvelle, Monsieur Maguette Sène, maire de Malicounda, est nommé nouveau DG du COUD en remplacement de Abdoulaye Sow, nommé ministre de l'Urbanisme. Et puis, retenez que Madame Thérèse Diouf Faye est nommée administratrice générale du FONGIP, décision prise en Conseil des ministres. C'est la fin de cette édition. Merci de votre attention.